Bonjour, je suis Anne-Isabelle Piron, je suis médecin responsable du CESU 57 et je vous présente donc cette expérience de formation qui a été faite cette année, l'intérêt d'une formation de recyclage courte avec une simulation filmée. Il y aurait pu avoir un autre titre qui se serait appelé Histoire d'un mariage de raison. Alors on sait que dans un mariage, il y a des besoins, ce serait un peu nos besoins de formation, il y a aussi des envies, ce serait nos envies pédagogiques et puis dans ce cas-là, il y a aussi la raison. Et nos raisons à tous, c'est le temps et l'argent. Donc il était une fois, notre histoire. Je vous rapporte le contexte de notre hôpital. Donc depuis 2004, le CHR de Metz a mis en place, dans le cadre de la formation continue des soignants, un enseignement spécifique que vous connaissez sans doute, qui s'appelle la CSIH, la chaîne de survie intra-hospitalière, pour donc que nos soignants sachent réagir devant un arrêt cardiaque à l'hôpital. Donc c'est bien sûr conforme à la conférence d'experts de l'ASFAR et à une référence également du manuel d'accréditation. La formation à FGSU n'a pas été retenue effectivement par la direction du CHR pour différentes raisons, l'essentiel étant financière étant, mais on en forme quand même, l'équipe dédiée NRBCE, les formateurs, les auxiliaires de régulation du centre 15, brancardier cuisine, donc il y a quand même des formations à FGSU qui sont proposées, mais pas systématiques. En revanche, on se retrouve donc avec cette formation de CSIH qui répond donc à l'accréditation. Alors voilà notre problématique, qui est celle qui va imposer deux critères, le temps et le budget. En 2004, tout allait bien, on avait 700 agents à former sur un site, 60 sessions qui étaient budgétées, une formation qui dure 3h30, qui en fait se colle à peu près au module de la séquence de l'AFGSU, de séquence B, prise en charge d'un arrêt cardiaque en milieu hospitalier, donc c'est à peu près la même chose. Et donc on faisait un recyclage tous les ans. 2009, explosion de la demande, on passe à 2000 agents. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 sites en fait, et ce qu'on faisait bien sur Metz, l'administration nous demande de faire la même chose sur les 3 sites du CHR. Et là, on diminue, on passe à 40 sessions. Pourquoi? Parce que il y a la FGSU aussi qui ampute un peu ce budget. Toujours donc la même formation, donc pas photo. Si vous faites un calcul, il va falloir qu'on passe à 4 ans, ce qu'on faisait tous les ans. Alors oui, parce que finalement, on est sur le même rythme que la FGSU, alors on trouve que finalement, c'est une bonne idée. Non, pas pour le personnel des urgences et du SAMU, c'est pas possible tous les 4 ans de leur faire une formation uniquement sur les gestes de réanimation. Et puis on a aussi notre problème pédagogie. On s'aperçoit que nos apprenants des SAMU qu'on connaît bien, puisque ce sont nos collègues, se démotivent. Encore la CSIH, c'est répétitif, ce sont les mêmes outils identiques. Ils viennent parce que c'est nous et puis qu'ils nous aiment bien, mais franchement, ça leur plaît plus trop. Et puis, on a aussi une évaluation qui est le taux de réussite au pré-test. Alors, on fait à chaque fois un pré-test théorique et pratique tous les ans avant la nouvelle formation. Et d'ailleurs, une petite curiosité, c'est que ça stagnait. La rétention est à peu près de 68%, quel que soit le nombre de recyclages. Donc, on bloquait un petit peu sur le taux de rétention de ce qui était fait. Tout ça nous a conduit à imaginer une formation courte filmée pour les agents des SU et SAMU. Alors, les modalités. On a organisé 9 sessions de 30 à 45 minutes sur 4 mois. 3 à 4 agents du SU par session, soit 33 agents. Ils font entendre par agent les infirmiers et les aides-soignants. C'était sur leur temps de travail, donc très confortable pour eux, à 13 heures. Animé par un formateur, donc CESU-SAMU, une évaluation immédiate de la performance, donc pas vraiment de ce qu'ils faisaient, et pas de leurs compétences, contrôleur de dépression, métronome, chronomètre, et une enquête auprès des formés ensuite secondaires, un petit peu sur leur impression de la vidéo, sur la durée de la formation et sur la pertinence. Alors, la formation se déroulait, présentation écrite sous paperboard d'un scénario 5 minutes, mise en situation filmée qui dure à peu près 10 minutes. C'était en fait l'arrêt cardiaque en intra-hospitalier, donc au lit porte, en l'absence de la présence du médecin. Notre intention pédagogique était d'évaluer la reconnaissance et les premiers gestes mis en place avant l'arrivée du médecin. Le débriefing de 20 minutes, c'était donc le film qui était visionné par l'ensemble du groupe. Le formateur avait vraiment un rôle d'animation, puisqu'on incitait à l'auto-évaluation, et c'est le groupe qui finalement trouvait des solutions. Il y avait même à la fin, bien évidemment, une synthèse de 5 minutes. Alors, les résultats de cette performance, qui était bien, qu'est-ce qui s'est fait? Donc une vraie performance, et plutôt la performance d'équipe que la performance individuelle. L'objectif, c'est est-ce que ce patient, finalement, il a une perte de chance ou il n'en a pas grâce à cette équipe? Le temps moyen d'initiation du massage cardiaque était de 73 secondes. Donc on avait entre 30 à 180. La réponse, elle est en dessous. On était encore dans des pratiques où attente du plan dur avant massage cardiaque, dans 50% des cas. Efficacité des massages cardiaques, donc l'efficacité c'était la fréquence entre 100-120 dépression 5 à 6, 66%. Efficacité des ventilations, 84%.
Je réagis tout de suite sur l'histoire d'efficacité des massages cardiaques, parce qu'on a vu que ventiler, finalement, ils savaient, mais masser, on était très étonnés des résultats. Et en se questionnant, en fait, on a trouvé la solution entre nous, c'est-à-dire qu'on masse pas. Aux urgences, on masse pas. Quand on se rend SMUR, souvent c'est les pompiers, c'est les ambulanciers, et l'infirmier ventile ou pose sa voix. Et finalement, la seule situation où il va masser, c'est l'intramuros, en intra-hospitalier, mais de l'UHCD. Donc au total, on s'est aperçu que notre personnel des urgences ne massait pas souvent. Continuité du massage cardiaque, alors on appelait arrêt, c'est quand c'était supérieur à 15 secondes, donc voilà, 75%. En revanche, l'algorithme, il est connu dans 90% des cas, et la préparation de la voie veineuse, adrénaline, intubation, le scope, bien évidemment, à 100%, c'est une bonne surprise, à 100%. L'enquête, ensuite, qui a été réalisée. Alors, on voit qu'on s'est comme interrogé, c'était un nouvel outil qui est la caméra, c'est pas anodin. Être filmé, à peu près 8% de la population, sans opinion, ou voire même défavorable. En revanche, de la même manière, se voir en groupe, ce qui n'est pas non plus évident, le regard de ses collègues. On voit aussi qu'il y avait une petite résistance, ça avait que 65% qui étaient vraiment favorables, 4-25 défavorables, voire moyens. Mais ce qui était assez intéressant, c'est que malgré qu'il y ait cette résistance, au total, la pertinence de la caméra, il l'évaluait quand même à 90% et moyen 10%. Donc on avait finalement l'équipe qui était assez emballée par cet outil. La durée courte, alors ça fait l'unanimité, bien évidemment. On préfère faire une formation de 30 minutes que de 3h30. Le fait que ce soit des petits groupes et la pédagogie qui était utilisée. 100% également. En revanche, ce qui nous a intéressé, c'était pas forcément que leur satisfaction, c'était aussi finalement ce qu'ils en avaient retiré. Donc ce que vous pensez modifier, ce que vous pensez modifier durablement, donc finalement la définition de ce qu'ils avaient appris, de l'apprentissage. Ils ont retenu qu'ils ne travaillaient pas assez en équipe, ils ont retenu le geste du massage, qu'il n'était pas initié assez vite et qu'il fallait le faire sans plan dur, que le relais du massage n'était pas bien fait également, que le massage cardiaque n'était pas fait de manière continue et ils avaient encore des difficultés sur cette fréquence. Donc c'est vrai que nous, on s'est retrouvés à des gens, ils sortaient de la CSH, ils disaient ouais, encore, bof, pourquoi on est là? Et là, on a eu vraiment un changement de comportement de ces gens qui sortaient de cette formation en disant ouais, il faut que je fasse gaffe à ça. On a vraiment senti cette différence. Ça favorise bien évidemment l'auto-évaluation. Discussion. Donc une formation courte, ça génère un investissement humain et un coût financier plus raisonnable. Ça semble motiver davantage les apprenants. La vidéo, ça met en exergue les incompétences inconscientes. Ils ne savaient pas qu'ils ne savaient pas masser. Ça favorise l'émergence des connaissances antérieures erronées, ça développe la réflexion personnelle, ça permet de recentrer les agents qui connaissent l'algorithme et les gestes de la prise en charge médicalisée sur le geste prioritaire du massage cardiaque. C'est vrai qu'on résumait en disant c'est bien beau de préparer une adrénaline et de savoir préparer un kit d'intubation, mais ça n'oxygène pas le cerveau. Massage, massage, et on a recentré ce geste pour nos personnels du service d'urgence. Elle développe la notion de performance d'équipe au service d'un patient, et donc c'est un petit peu l'image qui symbolise le message fort de cette formation, c'est regardez-vous et regardez celui qui masse, c'est le geste important. Il ne faut pas qu'on travaille chacun dans notre coin, on est efficace sur ce patient et on regarde tous la personne qui masse et qui ventile. Conclusion, une formation courte filmée semble particulièrement adaptée à un public expérimenté comme celui des services d'urgence et des SAMU. Cependant, l'utilisation des stabilisants de la caméra nécessite une formation en groupe réduit et d'un formateur formé à la technique. Il nous reste à mesurer si le taux de réussite au pré-test de la formation en 2011, qui est à la fois théorique et pratique, dépassera les fameux 68% de la formation classique. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame Piron pour votre intervention extrêmement intéressante. Je voulais savoir pour les 2000 agents, comment ça se fait que vous soyez passé de 400, vous avez recruté les centres adjacents comme Briey et d'autres centres ou... Je vois que vous connaissez la région, c'est bien. Alors en fait, sur Metz, vous avez Thionville et vous avez Sainte-Croix, qui est l'hôpital maternité. Non, Briey, ils travaillent sur notre modèle, mais encore ils dépendent du 54. Donc les 2000, c'est les 3 sites, Metz, Thionville et Sainte-Croix. Je m'aperçois juste que j'ai oublié une diapositive. En fait, c'est qu'une extrapolation, excusez-moi, et au médecin est prévue, bien évidemment. Mais voilà, c'est un petit peu hors du sujet, mais c'est pour vous dire aussi que demain, par rapport à cette perspective-là, l'histoire de nos agents SU, c'est ce qu'on vient de développer, mais je voulais faire un petit peu la parenthèse aussi, c'est qu'est-ce qu'on prévoit aussi pour le reste. Ça rejoint un petit peu mon collègue qui a communiqué avant moi, c'est que nous, on a mis aussi un doute sur cette histoire de recyclage tous les 4 ans. On est assez dubitatif avec ça, on se demande comment ça peut fonctionner. Donc,
on est obligé de continuer parce que financièrement on n'a pas trop le choix, mais c'est vrai que pour cette formation des agents du CHR que je vous ai mis là, on a d'autres idées. Alors déjà, on remet un mémo individuel, bof, un poster de l'algorithme sur le chariot d'urgence. Mais ce qui est envisagé éventuellement, c'est pourquoi pas des mini-Anne dans chaque service pour que pendant ces 4 ans, ces agents s'entraînent quand même et mettre un film sur l'intranet du CHR. Donc c'est un petit peu en dehors du sujet, mais ça rejoint un petit peu l'idée de mon collègue d'avant. Des remarques sur cette communication ? Moi, j'ai été particulièrement enthousiaste à vous écouter parce que vous tentez des articulations importantes. C'est d'abord comment un espace de formation peut s'intégrer dans une organisation des soins, c'est-à-dire 3/4 d'heure, voire une demi-heure. Donc ça, c'est à mon avis un devenir essentiel. Je ne parle pas du contexte actuel, mais l'idée d'intégrer beaucoup plus les espaces de formation formels dans les organisations de soins est une piste intéressante. La deuxième, c'est comment vous vous situez dans une stratégie finalement d'évaluation, mais avec un dispositif de formation, à aller vers un cours essentiel sur certains points, quitte à éventuellement à reprendre par derrière certains éléments avec les personnes. Et donc, votre idée de continuer à réactiver ou à porter attention à des points à travers vos mémos, vos films sur Intranet est excellent. La question, c'est juste à quel moment vous sentiriez qu'il faut là inviter de nouveau à une formation plus longue ? Quels seraient finalement vos critères pour dire là, il faut l'intranet, film, les mémos ne seront pas suffisants ? Alors, c'est vrai qu'on avait dès le départ, par rapport à la CSIH, fait le lien avec finalement notre formation et le taux de survie, ou le changement de taux de survie des arrêts cardiaques à l'intérieur de l'hôpital. On a fait cette démarche d'évaluer. Donc, pour tout vous dire, sur le pommier Kirkpatrick qu'on avait fait justement avec ça, on n'avait pas montré nos résultats à l'administration parce que notre formation ne montrait pas au total de changement du taux de survie à l'arrêt cardiaque à l'hôpital. Mais je pense que ça, c'est effectivement, c'est par rapport à cette évaluation-là qu'on pourra se permettre de dire à quel moment on va réaxer, à quel moment on va mettre une autre formation, on va en faire une longue ou plus courte. C'est par rapport effectivement à le taux de mortalité, l'évolution du taux de mortalité à l'hôpital. Et c'est vrai qu'on a cette chance à l'hôpital du CHR de faire le lien, c'est-à-dire qu'on récupère les dossiers intramuros des arrêts cardiaques pour voir s'il y a un lien dans ce qu'on apprend sur le terrain et s'il y a un taux de survie augmenté. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question, mais c'est ça notre indicateur qui va essayer de nous dire là on n'est pas dans la bonne voie, il faut chercher autre chose. Voilà. Merci. Ouais. Donc c'est plutôt une réflexion en fait par rapport au temps de recyclage, là, les 4 ans que vous avez évoqué. Vous l'avez clairement dit. Merci. Vous l'avez clairement dit, vous n'acceptez pas ce temps de 4 ans pour le personnel des urgences. Effectivement, parce que quand on vient aux urgences, forcément, si on fait un arrêt cardio et que l'équipe n'est pas capable de prendre en charge, on comprend bien que c'est un petit peu problématique. Cependant, il y a plus de risque de faire un arrêt cardio par le type de pathologie, de faire un arrêt cardio-respiratoire en service d'urgence qu'en laboratoire, par exemple. Laboratoire d'analyse, comme m'a dit, je ne sais plus votre nom. Voilà, c'est pas grave, excusez-moi. Donc, disons que je me dis, ce temps de recyclage de 4 ans, il n'est pas acceptable non plus dans les autres services. On est bien d'accord. Pourquoi il ne serait pas acceptable dans les autres parce services ? qu'ils ont quand même moins de... Même ils ont moins de risques de rencontrer des arrêts cardio-respiratoires dans ces services. Et pourtant, il faut quand même leur laisser aux patients la même chance de récupération que dans un autre service, que dans un service d'urgence.
Le truc, c'est que vous posez une question pour laquelle je ne peux pas vous répondre, dans le sens où ça a déjà été statué, que la FGSU, c'est tous les 4 ans, et je pense que les gens qui ont donné cette notion de 4 ans, ils ont réfléchi bien plus que vous et que moi, et que c'est pas pour rien que ce chiffre est là, et que je pense que, enfin, c'est pas, effectivement, il faudrait peut-être se tourner plus vers la personne qui s'appelle Christine, pour répondre, mais j'ai envie de dire que je pense que c'est un doux mélange, justement, avec ce problème de temps, d'argent, il faut bien trouver une solution, mais elle veut parler, ça se voit. Non, pas du tout, mais on va tourner autour des 4 ans. Je pense qu'on pourra poser la question à Dominique de Pénenster et Christine Lemeux. Mais pour avoir participé au débat, tout le problème, c'était la contrainte financière dont tu parles et les possibilités de formation continue des établissements de santé versus l'efficacité d'une remédiation. On sait très bien que, mais alors tous les travaux internationaux montrent la même chose. On commence à avoir une diminution de la performance gestuelle au bout de 4 mois. On a une très grosse diminution de la performance à 1 an. Donc si on voulait être tout à fait logique, il faudrait faire une remédiation tous les ans. Pour ceux qui n'ont pas à vivre, puisque je répète l'idée que quand on vit un arrêt cardiaque et qu'on a à le prendre en charge, ça nous sert, entre guillemets, de remédiation. Et ce qui est très intéressant dans ce cas-là, c'est de pouvoir avoir la possibilité de faire un débriefing après une action réelle, puisqu'en fait, tu as parlé d'un débriefing après la vidéo. Je pense qu'il faut qu'on pousse à aller dans les débriefings de prise en charge réelle, ce qui nous permettrait, à mon avis, d'avoir un impact pédagogique extrêmement important et vraisemblablement de pallier la difficulté qu'on a à propos de ces 4 ans qui ne correspondent à rien de plus qu'une contrainte financière par rapport à une diminution de performance évidente au bout d'un an. Et c'est pour ça qu'effectivement, je disais, mais il y a nous, CESU, peut-être à trouver d'autres alternatives. C'est-à-dire, FGSU, c'est bien, mais qu'est-ce qui nous empêche pendant ces 4 ans-là de trouver des autres petites alternatives, style simulation filmée à un moment donné dans un service, style le Miniane dans les services avec un référent. Voilà. Il y a peut-être d'autres petites idées, c'est peut-être à nous, elles sont peut-être pas chères et elles sont peut-être efficaces pour permettre ce travail de répétition pendant les 4 ans.